Jadis chasse gardée de l'État qui en avait concédé une infime partie au privé confessionnel, l'éducation est aujourd'hui l'un des business les plus rentables au Cameroun. 1,5 milliard de dollars, soit près de 1000 milliards de francs CFA, pour un marché qui concerne environ 10 millions de consommateurs. Les chiffres sont impressionnants, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ce marché que se dessine l'avenir du Cameroun. Et oui, l'éducation est considérée à juste titre comme la clé de voûte pour le développement socio-économique de notre pays. Pour cette édition de Stratégie, le magazine de l'économie vous propose une véritable incursion au cœur de ce marché. Les nouvelles offres de formation et leurs coûts, le boom des établissements bilingues intégral et des instituts privés de l'enseignement supérieur, tel est le menu de cette édition, avec comme invité grand témoin Émilie Fodsa, fondatrice et directrice de l'Institut de recherche en intelligence. Madame, Messieurs, bienvenue à vous, Stratégie, le menu avec Cynthia Dunang. Au sommaire du magazine de l'économie actuelle. Les derniers préparatifs de la rentrée scolaire, le boom des écoles bilingues intégrales et des instituts privés de l'enseignement supérieur. Invité grand témoin, Émilie Fodsa, directrice de l'Institut de recherche en intelligence. Elle analyse la place de l'entrepreneuriat dans l'éducation au Cameroun. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Je vous le disais donc à l'instant, l'invité grand témoin du magazine Stratégie pour cette édition du mois de septembre 2023 est une dame. Il s'agit d'Émilie Fodsa, la directrice et promotrice de l'Institut de recherche en intelligence qui nous rejoint sur le plateau. Émilie, bonjour. Bonjour Monsieur Messé. Merci de nous avoir rejoints, merci d'avoir accepté notre invitation. La première question, elle va être directe. D'abord, comment elle va l'économie de l'éducation au Cameroun? Est-ce qu'il en existe d'ailleurs? Alors merci beaucoup pour votre question et pour cette invitation. Je suis très honorée d'être sur ce plateau. L'économie de l'éducation existe effectivement au Cameroun. C'est une économie qui est très dynamique parce qu'elle est fluorescente aussi, parce que le secteur de l'éducation est un secteur qui est très stable et rentable. Donc l'économie existe, elle est très libéraliste parce que l'État donne des politiques et donne des orientations en termes de contenu, de stratégie nationale d'éducation. C'est-à-dire avec la SND 30, vous avez des orientations qui sont vers l'auto-emploi, vers la professionnalisation assez immédiate quand même des enseignements. Et donc dedans, vous avez plein d'IPES qui vont naître, c'est-à-dire des instituts privés d'enseignement supérieur. Vous avez des établissements secondaires privés qui vont naître. Vous avez également des établissements primaires qui vont naître et tout le monde se jette dedans pour pouvoir en fait créer une offre compétitive. Et vous avez ainsi des milliers, pour ne pas dire que dans chaque arrondissement, vous avez au moins une population de 20 établissements multiformes, que ce soit enseignement supérieur ou alors enseignement primaire qui sont existants. Et donc effectivement, l'économie existe parce que chacun fixe son prix pour sa pension scolaire et détermine en fait, quand il n'est pas public, ce qu'il peut demander comme coût de prestation à l'éducation. De manière globale, cette économie-là, que ce soit pour l'État, on sait quand même que l'éducation au Cameroun, c'est 4% de participation au PIB. Mais au niveau des prestataires, qu'est-ce qu'eux, ils gagnent? En quoi c'est économique l'éducation finalement? Alors l'éducation est économique parce que comme l'éducation est un domaine rentable et stable, c'est-à-dire qu'il y a très peu de risques
L'éducation, c'est je produis des contenus sur une forme de planification et une demande globale et que je le veux ou non durant peut-être 9 mois ou 6 mois minimum en général, qui est la moyenne des cours pour un cycle qui se fait. Je dispense ces cours et je suis certain qu'à la fin, j'aurai par exemple un étudiant qui a payé sa pension scolaire, j'aurai par exemple un élève qui a payé sa pension scolaire. Donc c'est un investissement qui est rentable en termes directs. Maintenant au niveau des infrastructures, des coûts globaux de fonctionnement également, c'est stable et c'est rentable parce que vous avez le même local qui est utilisé, vous avez des personnes intellectuelles qui sont mobilisées et qui peuvent être beaucoup plus maniées et facilement mobilisées également et interférer. Donc effectivement, c'est un domaine qui est rentable parce qu'il est très stable en réalité. Ce n'est pas comme un domaine industriel où avec la moindre faute industrielle, vous avez une chaîne industrielle, une usine par exemple qui peut prendre feu. On l'a vu avec la mairie par exemple de Yaoundé 6 qui récemment a brûlé. Vous imaginez le nombre de pertes. Si vous faites brûler une école, vous êtes sûr que l'enseignant reviendra quand même avec un savoir parce qu'il a à l'intérieur de lui. Si vous faites brûler... Comme quoi, ce n'est pas l'infrastructure qu'on vend? Oui, c'est le savoir qu'on vend et ce savoir est une denrée impérissable. Exactement, le savoir-faire, je précise, parce que c'est beaucoup plus ça qui aujourd'hui est demandé et exigé à l'éducation. Alors, qu'est-ce qui attire finalement les Camerounais dans ce domaine de l'éducation? Il y a 15-20 ans, on comptait à peine, je prends dans le domaine de l'enseignement supérieur par exemple, à peine une quinzaine d'IPES sur le plan national. Aujourd'hui, on en a 430. Au niveau de l'éducation de base, c'est une vingtaine, trentaine d'écoles qui sont dans chaque arrondissement. Qu'est-ce qui fait que le privé aujourd'hui finalement soit l'offre la plus disponible en matière d'éducation au Cameroun? Qu'est-ce qui les attire, ces producteurs? Alors, le privé est une contreface à la demande d'employabilité du marché privé. C'est-à-dire que le privé, à la base, répond à la demande d'emploi qu'il y aura demain. Au Cameroun, vous avez 90% du PIB qui est porté par le secteur informel, mais aussi par également les PME et TPE. Ce sont des entreprises qui ont besoin d'être érigées au rang de multinationales, on va dire ça comme ça, ou de grandes entreprises stables. Pour ça, il faut une main-d'œuvre qui est assez bien formée, qui a des ressources professionnelles compétentes. Et donc, c'est de cette façon, par rapport à cette demande qui est assez perceptible, cette demande qui est assez dynamique, assez visible, que en dessous, les prestataires de l'éducation sont obligés de rapidement répondre parce qu'ils sont conscients que l'État n'est pas en mesure dans son public de s'acquérir rapidement les nouvelles compétences qui sont demandées. Et donc eux, puisqu'il y a une facilité que l'État donne également pour dire puisque je ne peux pas tout faire, je vous autorise à pouvoir fonctionner comme un établissement privé, vous allez créer un institut ou créer un établissement, une école, et vous allez répondre à cette demande d'employabilité ou de compétences que les entreprises ont. Et donc c'est pour ça que tout le monde s'y jette, parce que ce n'est pas finalement l'État qui va conditionner le recrutement de quelqu'un qui vient d'une éducation privée. C'est l'entreprise directement à laquelle il fera face qui le recrutera. Mais est-ce que ce n'est pas parce que c'est le genre de business où il n'y a pas trop d'impôts, où on est sûr quand même que, je prends un calcul basique, un établissement qui fait la pension à 100 000 francs CFA chaque année, qui se retrouve à la rentrée avec, disons, de manière globale 500 élèves, le promoteur sait qu'il a 50 millions, quoi qu'il en soit, pour l'année. Et il ne va pas dépenser plus de 30 millions, il a un bénéfice quasiment de 100% sur l'investissement. Est-ce que ce n'est pas parce que finalement c'est un argent propre, un argent frais qui est gardé là et qui peut tomber de manière régulière? Alors c'est un argent propre et c'est un argent frais, mais tout le monde n'a pas reçu l'onction ou la vocation divine d'être enseignant ou de créer une école. L'école, c'est quelque chose de très sacré. L'éducation est très souveraine. La majorité des pays, et même le Cameroun aujourd'hui, qui a un très fort taux d'alphabétisation par rapport à plusieurs pays africains, a aujourd'hui cette force d'éducation. Nous sommes une population vraiment très alphabétisée, on est très éduqués. Et donc, tout le monde ne peut pas se lever pour ouvrir un institut, pour ouvrir un établissement d'enseignement supérieur. Ça demande au préalable une planification, d'être validé par l'État. Les contenus sont validés par l'État, la structure est validée par l'État, le fonctionnement, tout est préparé. Si vous créez une entreprise au Cameroun, vous pouvez l'ouvrir en 3 jours, 72 heures, mais une école, ça demande tout un processus quand même, qui est suivi, qui est accompagné, qu'il soit scientifique, qu'il soit pédagogique, qu'il soit économique, qu'il soit fiscal. Si après ça vous faites une erreur, c'est sûr que l'année prochaine vous n'aurez plus le même nombre d'inscrits. Les Camerounais ont la liberté de venir s'inscrire dans votre école ou pas. Ils peuvent décider de ne plus venir l'année d'après parce que votre contenu de formation n'est pas de qualité. Donc il y a préalablement un gros travail de qualité qui se fait, il est structurel et c'est vrai qu'il se fait sur le long terme et avec un bon système de mise à jour, vous êtes certain d'être compétitif, mais ce n'est pas un domaine aussi opportuniste que ça. L'éducation est très souveraine. Sauf que les formations aujourd'hui, sans vous couper, les formations aujourd'hui sont les mêmes. Que vous ayez l'école privée à Kekem ou alors une école privée du côté de Mokolo, le contenu reste le même. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces valeurs qu'on transmet au niveau de l'école nationale sont de manière à produire justement des élèves
qui sont aptes sur le plan entrepreneurial, qui comprennent les enjeux de l'économie camerounaise, les enjeux et les besoins de cette économie qui est en train de se structurer. Vous avez parlé du Canada qui absorbe un grand nombre de jeunes Camerounais depuis quelques années. Est-ce que les programmes et ce qui est fait aujourd'hui dans notre école est à même de répondre à nos aspirations économiques? Alors, nous avons globalement au Cameroun un problème de professionnalisation réelle en réalité. Parce que dans les universités, même lorsqu'on vous parle de la question entrepreneuriale, elle est toujours dite de façon maestrale et présentielle. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose de pratique, d'expérimental. Nous avons une difficulté expérimentale au Cameroun. Ça, c'est une réalité que les établissements d'enseignement supérieur rencontrent. Ils s'approprient l'APS qui a déjà été depuis quelques années initiée dans les établissements d'enseignement secondaire, mais il y a ce véritable problème d'absorption de ceux qui sont sur le terrain et qui font un travail professionnel compétent et qui peuvent le transmettre de façon durable, qu'elle soit pédagogique ou méthodique, à ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire leurs cadets qui viendront les rejoindre bientôt dans le monde professionnel. Il y a réellement un problème d'absorption de la compétence professionnelle au Cameroun. C'est pour ça que notre offre peut sembler ne pas être compétitif par rapport aux pays étrangers, parce que nous avons aussi la difficulté d'un environnement qui n'a pas de façon expérimentale des réalités qui permettent de pouvoir voir ce qu'on apprend, expérimenter ce qu'on apprend. C'est assez difficile. Pendant qu'on va vous parler des grandes multinationales, il y en a à peine 20 au Cameroun. Vous avez des multinationales occidentales comme Orange Cameroun. Vous en avez quelques qui sont camerounaises, comme par exemple le groupe UCB Kadji. Vous avez des groupes qui sont quand même purement camerounais, qui ont des capitaux majoritairement camerounais. Donc dedans, vous pouvez retrouver une sorte d'entreprise qui reflète un peu la future. Alors, Émilie Fotsa, ce foisonnement d'écoles ne change quasiment rien au niveau du contenu des enseignements, parce que l'on soit à Kekem ou à Guidigis, c'est le même programme qui est adapté pour tous les élèves, que ce soit un peu partout dans le pays. Sauf que la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette école camerounaise aujourd'hui est adaptée à notre marché de l'emploi? Est-ce que cette école, cette formation qu'on reçoit dans ces écoles-là répond aux exigences de l'économie camerounaise qui est en plein essor? Alors, je vais repartir sur la base de l'État, parce que l'État régit beaucoup le domaine de l'éducation. L'État est la centrale qui donne l'impulsion de ce qu'il faudrait fournir comme contenu et qui donne l'impulsion de la politique nationale d'éducation. L'État peut décider, par exemple, comme vous l'avez si bien dit, d'un programme, mais de façon libre, les institutions ont également la liberté de répondre avec une compétence professionnelle à ce qu'elles voudraient avoir. Aujourd'hui, l'État donne des instructions à plusieurs ministères sectoriels. Au ministère des petites et moyennes entreprises, en leur demandant d'encadrer les PME, au ministère de l'enseignement secondaire en demandant de professionnaliser assez tôt l'éducation pour que ceux qui ont un enseignement supérieur puissent déjà être dans le bain, de créer leur entreprise rapidement dès qu'ils vont sortir, puisque l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Et dans tout ça, il y a une communication ou alors une synergie qui doit se faire entre les ministères. Cette synergie est fondamentale parce qu'elle permet de pouvoir absorber la valeur professionnelle qui se crée. Pourquoi? Parce que le secteur privé, des entreprises privées qui est détaché de l'État, quelquefois n'est pas exploité assez dans ce qu'il peut produire de façon brute comme compétences professionnelles au quotidien. Donc vous avez plusieurs cas d'entreprises qui vont aller sur le terrain, qui se forment et qui finalement vont à l'issue de cela finir leur carrière sans avoir même jamais en une journée où ils ont appris une compétence, la transmettre à ceux qui sont en dessous d'eux et qui sont assis sur les bancs. Donc il y a une difficulté au niveau de l'extraction des compétences professionnelles qui se font en temps réel au quotidien dans le monde professionnel et de l'imputation de ces compétences-là au niveau des systèmes éducatifs et des parcours de cours pratiques et expérimentaux, que ce soit en enseignement supérieur, en enseignement secondaire ou en enseignement de base. Nous avons toujours une tendance à embrasser ce qui est proposé dans le système universel mondial. Pourtant, l'environnement local est très complexe. Il a une complexité qui est unique et qui n'est pas souvent éditée. Elle n'existe presque nulle part. Heureusement, notre programme, le programme Leadership aujourd'hui, se charge de collecter les compétences professionnelles et de les transmettre à temps réel à tous ceux qui apprennent. Mais il y a effectivement une distance. C'est pour ça. Mais elle se ressent de moins en moins parce que l'État a compris sa limite à pouvoir gérer cette coordination-là. Et donc, l'État impulse beaucoup le libéralisme en termes d'initiatives éducationnelles. Vous avez plusieurs établissements qui se créent par eux-mêmes, qui chacun peut aller et définir sa politique de compétitivité, ce qu'il veut comme contenu de formation, accentuer et qui assurer en fait le recrutement de toutes ces
du moins l'insertion professionnelle de tous ces apprenants à l'issue des formations. Alors, nous allons revenir à vous dans quelques instants, Émilie Fotsa, le temps pour nous d'aller découvrir ce premier reportage réalisé par la rédaction de Stratégie. Depuis quelques années, de nombreuses écoles primaires et maternelles, dites bilingues intégrales, ont vu le jour au Cameroun. Loin des classiques écoles bilingues qui proposaient une formation en section francophone ou en section anglophone, ces dernières proposent aux parents et aux apprenants une formation intégralement bilingue dans un système quasiment hybride. Comment fonctionnent ces écoles? Sur quelle base pédagogique s'appuie leur programme? Pour quels résultats? Et surtout, quels sont les coûts induits sur la formation et sur les préparatifs de la rentrée? Voici une enquête menée par Diana Detou, Patrick Kamdem et Richard Mani-Ongene au montage qui nous emmène également dans les marchés de la ville de Yaoundé pour vivre les derniers instants de préparation avant la rentrée scolaire. Reportage. Yaoundé, marché Mokolo. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. La cohue et les haut-parleurs qui tonnent à longueur de journée sont caractéristiques de cet espace commercial parmi les plus grands du pays. Au milieu de ce brouhaha immense, des parents au visage fermé qui vont de boutique en boutique à la recherche d'articles précis. À quelques heures du retour de leurs enfants à l'école, ils sont dans les derniers réglages et achats de fournitures scolaires. La foi inébranlable de Rudolf Douala Mangabel. Joyeuse rentrée scolaire à tous les élèves. C'est très très grand. Pour les commerçants, ambulants ou en boutique, on serre l'attaque. Pas de temps à perdre. Il faut maximiser ces derniers instants avant la rentrée pour écouler le stock de marchandises disponible. Il faut surtout libérer les boutiques de ces produits saisonniers avant de revenir au commerce classique. La saison de la rentrée et de ces bonnes affaires ne dure pas éternellement. C'est donc à qui sera le plus ingénieux pour attirer le maximum de clients. Boutique achalandée, haut-parleurs qui diffusent inlassablement le même message, tous les moyens sont bons pour faire des affaires. Français arabe, les dictionnaires Larousse, le Robert et Oxford. Au secteur dit du poteau, nous retrouvons Jean-Robert Tanque. Ce parent d'élève a opté, comme beaucoup d'autres, pour un échange de livres. L'opération est classique. Dans sa main, les anciens manuels utilisés par sa fille l'année dernière. Il les échange contre ceux de cette année en ajoutant quelques sous. Ici, plus que dans une librairie classique, c'est le côté marchandage qui a attiré ce parent. L'avantage, c'est que quand tu viens avec l'ancien livre, tu changes ça et tu augmentes juste un peu d'argent. Tu augmentes juste un peu de l'argent. C'est là où il y a notre avantage. Moi, en tant que parent, je demande du prix. Bon, vous savez qu'au poteau, l'avantage, c'est que nous, on marchande facilement avec ceux qui vendent au poteau. Et alors que la librairie, c'est pas comme ça. Avec la boutique, donc le prix qu'on affiche, vous payez vraiment l'argent. Il n'y a pas moyen de discuter. Avec l'arrivée du livre unique depuis 4 ans, cette option est de plus en plus utilisée par les parents qui y voient une belle occasion de faire quelques économies. Pour un élève du primaire par exemple, il faut en moyenne 12 000 francs CFA pour tous les livres neufs. En passant par le poteau, les parents parviennent à économiser jusqu'à 3 ou 4 000 francs CFA. Une somme qu'ils peuvent ensuite réinvestir dans les autres fournitures. Avec la vie chère et ses corollaires, cette somme constitue une véritable aubaine pour ses parents. Ouais, donne ici 10. Nombreux sont les commerçants, même spécialisés dans les livres neufs, qui ont d'ailleurs choisi cette option. Oui, c'est vrai, il y a les neufs, il y a les occasions. Malgré que les neufs présentent une bonne face pour l'enfant, mais les parents préfèrent les occasions, vu les moyens qui sont un peu diminués. Ils préfèrent venir changer les livres
pour prendre pour la classe suivante. Sur une échelle de 10, on peut dire 7 parents préfèrent les livres d'occasion et 8 prennent les livres neufs. 3 autant pour moi. 3. Depuis cette année, on ne parle plus de rupture, les manuels scolaires étant imprimés localement. Le marché est donc assez fourni pour satisfaire les quelques 8 à 9 millions d'élèves et écoliers du pays. Au Cameroun, depuis 4 ans, 7 livres sont au programme dans chaque classe à l'école primaire, toutes sections confondues. 7 livres auxquels il faut ajouter environ 10 à 12 cahiers par enfant. Tel est le paquet minimum pour chaque écolier. Dans cette organisation qui semble bien huilée, un type d'école semble faire tache d'huile en imposant à leurs enfants un peu plus que la moyenne. Il s'agit des écoles ayant des sections dites bilingues intégrales. Une section qui sort de l'ornière et qui a désormais pignon sur rue au Cameroun. Quand on parle de volonté intégrale, le bilinguisme intégral, cette volonté qui perçue dans les tests et dans les discours du gouvernement voudrait que cela se perçoive dans le quotidien des Camerounais. Le fait de pouvoir faire usage des 2 langues, tant à l'écoute, tant qu'à l'expression. Donc ce qui explique cela, ce sont de nombreux changements que le Cameroun vit aujourd'hui avec les perturbations tant dans le nord-ouest et le sud-ouest que tant dans le septentrion. Cela impacte le plus dans la volonté du gouvernement à faire percevoir ces 2 langues qui sont pourtant officielles au Cameroun à travers la formation des Camerounais. Et c'est pour cela que l'un des objectifs de la révision des tests en 2014 a été la création d'une école camerounaise intégrée. Dimanche 4 septembre. En début de soirée au quartier Simbok à Yaoundé, l'ambiance est pour le moins festive dans la famille Njel. Très enthousiastes à l'idée de retrouver leurs petits camarades de classe, les enfants découvrent tout sourire leur fourniture. Ici, tout est fin prêt et les enfants s'amusent à comparer leur matériel pendant que Henriette Njem, leur maman, s'emploie à leur distribuer leurs cahiers après avoir soigneusement repassé leur tenue de classe. Diamonds! One that's it? Yes. That's it. You go to school now. This is your bag. You go to school also. Like class 3 girl now. Are you happy to start school tomorrow? Great! Come son, let's pack your bag. Parmi les cartables déjà apprêtés, un qui sort du lot. C'est celui de Great Njem, 10 ans. Dans son sac, contrairement à ses frères, 14 livres et une vingtaine de cahiers pour un poids atteignant quasiment 10 kg. Great Njem est un élève en section bilingue intégrale. Originaire de la partie anglophone du pays, Félix Njem, son papa, a fait le choix de cette formation bilingue intégrale en réponse aux nombreuses difficultés qu'il a rencontrées lors de sa jeunesse. Having undergone my elementary and secondary education in the English-speaking region of Cameroon, in the northwest, then my university education at the University of Buea in the southwest. Now, after graduation from the university, I had to work in the French-speaking regions of Cameroon. I started in Douala, and actually had some difficulties actually integrating myself and actually adapting to what I'm supposed to do. And that is the problem many of my peers had then. So to overcome this, I decided that at least my children, let me correct the errors of, because when we are educating our children, we are trying to give them the base and set a fertile platform where they can pick up and be able to associate and integrate wherever they find themselves. Cameroon being a bilingual country is an advantage for us for every Cameroonian to take advantage of it, because there are many countries in the world which are just speak one language or the other, but we have a bilingual country which every Cameroonian is supposed to take advantage of it.
And let me tell you that in Africa, in Europe, in America, or in the world, at least 80% of countries in the world speak English or French. So since the world is becoming global, everything is the way it is, then give any child the opportunity so that wherever he finds himself tomorrow, he or she finds himself tomorrow, he should be able to at least to communicate, be able to penetrate and find his way into the society, by being able to express himself both in English and in French. Pour cet économiste, aucun doute possible. Ce choix est le plus judicieux pour assurer un avenir prospère pour ses enfants. La formation bilingue intégrale est un catalyseur et devrait ouvrir de nombreuses portes à ces derniers. Pour cela, il a choisi de fermer les yeux sur les coûts élevés de cette option. En moyenne, 350 000 francs CFA, tout frais compris, pour Great, soit un budget de plus de 2 millions de francs CFA par an pour ce père qui encadre 14 enfants au total. And I think everybody should be able to identify a need, what you want. And when you know what you want and you have it, I think cost should not be an issue. Because when you are spending your money on something and they are satisfied with the returns, then I think you should be happy and be willing to do it. So I think that any parent who wants to give the best to the child, who can afford it, because I think that personally, I spend per child in King David, I spent about 350,000 francs a year. Not just half of it is what we pay in school, which is about $700. But I believe that there are other schools where I have to spend 2 times this amount to get what I'm getting from King David. Un budget colossal pour des résultats probants. Dans cette famille anglophone en majorité, Great apporte une touche particulière avec son usage habile des 2 langues. Il n'hésite pas d'ailleurs à corriger son papa en français quand nécessaire, le tout dans la bonne humeur et pour la satisfaction de ce dernier. I am very, very satisfied with their performances because I will tell you that on most occasions, because this year I'm sending 5 children to that school. Yeah. And I will tell you that there are years that I have a child who, there are years that he is an Anglophone coming from the English background. He is able to, he's the best in class, both in English and in French. Yes. And sometimes, even if maybe putting the 2 together, they always, but I think that with children, you need to, yeah, but I think that they are really, really doing very well. I'm satisfied with what is happening. I think I'm not regretting the decision I'm taking. First of all, we are in an environment where we speak English, and he's certainly being influenced by that aspect to speak English language at home. And personally, I'm only trying to, so sometimes they are the ones who are correcting some of the errors that I make in French, especially when there is an opportunity for me to speak French. But we would have wished that we speak the French language at home. But where we are, the environment and most of the people who come around here, they speak English. So that's the language they use at home. But let me tell you that I have the opportunity to sometimes, like my first son who is going to Form 2, who graduated from King David last year. He was actually in primary 6 doing the English section. You realize that when you actually listen, like I used to go to school, I actually give a lift to most of the classmates. They easily integrate into them and they speak the French as if it's nothing. So which means that the goal is actually being achieved because that is the route for them to be able to integrate themselves and fit into their society wherever they find themselves. Déjà, au bas âge, à l'école primaire, l'expérience et la pédagogie avec certaines théories qu'on ne peut pas se mettre à citer ici, François Rougier l'a prouvé. Nous pouvons citer Purin et tout autre spécialiste en sciences de l'éducation. Pour eux, c'est l'âge nécessaire pour impulser l'acquisition de plusieurs langues. C'est au niveau du primaire que l'enfant peut acquérir plusieurs langues. Vous allez vous retrouver avec plusieurs autres auteurs, comme Rougier, je l'ai cité tout à l'heure, qui vont vous dire, dès le bas âge, inculquer à l'enfant
la notion d'acquisition. Et quand il grandira, il ne cessera jamais d'acquérir. Nous retrouvons Grete et ses parents le jour de la rentrée. Pendant que le papa attend dans la voiture pour déposer les plus grands, c'est au bras de sa mère que Grete et ses petits frères rejoignent leurs camarades. Nous sommes à King David Bilingual School, un établissement installé depuis 17 ans à Simbok à Yaoundé. Si la section anglophone a vu le jour il y a tout juste 3 ans, c'est depuis sa création en 2006 que l'école dispose d'une section bilingue intégrale. C'est d'ailleurs cette dernière qui a fait la renommée de cette école et attiré de nombreux parents venus découvrir ce système unique en son genre. Yeah, our enrollment here is from 600 to 700 pupils, both the English and the bilingual section. Because here in King David we run 2 sections, the bilingual section, the integral bilingual section, and the English section. We started with let me say, with 50 pupils. So by now, if I said we are running from 600 to 700, meaning the enrollment is really increasing. En ce matin de rentrée, c'est une ambiance particulière qui règne dans cet établissement. Entre les parents qui attendent impatiemment pour pouvoir régler les derniers détails de l'inscription de leurs enfants, les tout-petits de la maternelle qui découvrent en larmes le chemin de l'école et la dure séparation avec les parents, et les plus grands qui attendent de retrouver leur salle de classe, on ne sait pas toujours où donner de la voix ou la tête. Après le traditionnel rassemblement, au cours duquel ces écoliers reçoivent les premières consignes de leurs enseignants, nous accompagnons Green Gem dans sa classe. Au menu des retrouvailles, accolades et sourires avec ses camarades qui le revoient après 3 mois de séparation. Mon premier jour de classe se passe bien. J'ai retrouvé mes anciens amis et j'ai des nouveaux camarades. How many sounds of the English alphabet do we have? Sound of the alphabet. Clap again. C'est également l'occasion de découvrir la charge de travail qui les attend en cette année scolaire. Pour assurer une formation bilingue intégrale à ses enfants, King David a opté pour la présence dans chacune des classes de 2 enseignants. Integral bilingual section, we have 2 teachers per class. 1 teacher for English and 1 teacher for French. So it's 50-50. So the Francophone teacher takes her program and the Anglophone teachers take her program also. So it's not like we are translating. It's not like the Anglophone teacher will teach A today and the Francophone teachers teach A. No. You take your program and I take my program. That is how it works. And we make sure by the end of the year, we obtain our objective. Quand nous faisons la liste des fournitures de nos enfants, donc nous mettons déjà et les fournitures en anglais et les fournitures en français. Parce que notre bilinguisme, ils font toutes les disciplines en anglais et en français. Difficile au Cameroun aujourd'hui de documenter de façon claire le nombre d'établissements offrant une formation bilingue intégrale. D'ailleurs, dans le fichier statistique du ministère de l'Éducation de base, ces écoles sont comme qui dirait inexistantes. Du moins, la section bilingue intégrale n'existe pas du tout. Des sources à l'inspection pédagogique nationale qui n'ont pas souhaité s'exprimer devant nos caméras nous révèlent qu'à défaut d'être inexistante, l'État ne reconnaît pas encore de système bilingue intégral au primaire et à la maternelle. Dans la pratique, les écoles dites bilingues proposent en réalité aux parents d'éduquer les enfants dans les 2 systèmes en vigueur à la fois. Ainsi,
L'apprenant suit les leçons du système francophone et celles du système anglophone sans qu'aucun des deux ne soit traduit. De quoi interroger sur la charge de travail que cela impose à cet enfant. Le docteur Pascal Ndam est enseignant-chercheur au département des sciences de l'éducation à l'université de Yaoundé 1. Pour lui, l'absence d'encadrement de l'État ne remet pas en cause la crédibilité de ses enseignements et la qualité de la formation qui est dispensée. Il faut remettre encore en cause la mise ou bien l'implémentation de cette école, de ce bilinguisme intégral au niveau du primaire. Et c'est ce sur quoi le gouvernement devait s'atteler. Premièrement à la base, au niveau des ENIEJ, n'est-ce pas, impulser déjà la formation des enseignants qui peuvent déjà intervenir dans ce type d'établissement. Chaque établissement, il va de son propre gré. Chacun se bat comme il le peut. Tout le monde prétend avoir le monopole, par exemple, de créer et d'impulser une dynamique qui peut évoluer. Formation de qualité malgré la pénibilité qui est loin d'abrutir l'enfant. L'école bilingue intégrale est une option intéressante dans l'optique de la promotion du bilinguisme au Cameroun, selon le pédagogue. Mais quand on parle de volonté intégrale, le bilinguisme intégral, cette volonté qui perçue dans les tests et dans les discours du gouvernement voudrait que cela se perçoive dans le quotidien des Camerounais. Le fait de pouvoir faire usage des deux langues, tant à l'écoute, tant qu'à l'expression. Donc ce qui explique cela, ce sont de nombreux changements que le Cameroun vit aujourd'hui avec les perturbations tant dans le nord-ouest et le sud-ouest que tant dans le septentrion. Mais cela impacte le plus. C'est ça, s'assurer du bilinguisme. Mais on se rend compte que le bilinguisme s'acquiert de plus en plus à partir du secondaire pour certains établissements et à l'enseignement supérieur. Et on est bloqué. On est bloqué. Et c'est là où on va se retrouver avec des étudiants, je parle bien des étudiants et non des élèves, qui vont vous dire que c'est Dieu qui donne l'anglais. Ou bien des anglophones qui vous disent que c'est Dieu qui donne le français, parce que c'est vice-versa. La perspective actionnelle. Je crois que je l'ai tellement développé dans ma thèse que je pense que si les pouvoirs publics peuvent amener à implémenter cela, on peut sortir du gouffre dans lequel nous sommes actuellement enfermés. Une option qui permettrait ainsi de rattraper le cycle secondaire qui propose depuis 2012 le bilinguisme intégral. 6 établissements dont la ville de Yaoundé ont été choisis pour mettre en pratique ce nouveau système et la première cuvée de cette section prépare cette année l'examen du probatoire après avoir réussi il y a 2 ans le tout premier BEPC bilingue. Pour les écoliers en classe de CM2 ou classe X comme Great Njem, la section bilingue est l'option numéro 1 pour la suite de leurs études. Mais avant, il leur faudra choisir entre le CEPE et le First School Living Certificate. Nous faisons le bilinguisme de la petite section au Koumoin 1. Quand les enfants arrivent au Koumoin 2, il faut choisir. Il faut choisir parce qu'on n'a pas encore de CEP ou de First School Living en bilingue. Donc ce que nous faisons, c'est que quand ils arrivent au Koumoin 2, certains décident de faire le français, d'autres décident de faire classique pour moins 2. Et c'est au choix, chacun se sent à l'aise dans son choix, quoi. Donc nous n'obligeons pas les enfants ou les parents, donc vraiment c'est au choix. Il y a des enfants qui se sentent mieux en anglais, ils vont aller faire classique. Il y a ceux qui se sentent mieux en français, ils vont faire pour moins 2. Quand un enfant a commencé à Kindéville de la petite section au Koumoin 2 bilingue, je vous assure, il est parfaitement bilingue. Le choix est souvent très visible. On a des enfants de familles francophones qui font bilingue. On a des enfants du choix anglophone qui font bilingue. Donc, généralement, chacun a tendance à choisir où il se sent à l'aise. Mais pour le choix, nous, l'école, on préfère ne pas choisir. On laisse le choix aux parents et à l'enfant de choisir. C'est mieux pour eux. Donc, on essaye juste de les orienter. Mais on a des enfants qui sont brillants dans les 2 disciplines. C'est-à-dire en anglais, il est excellent, en français, il est excellent. Ce qu'on fait, c'est que vraiment, on laisse le choix aux parents. Pourquoi pas aller vers la création d'un examen primaire hybride entre le CEP et le First School Living Certificate qui sanctionnerait ainsi la fin de l'apprentissage pour ces écoliers. Entre autres solutions,
proposée par le docteur Pascal Dam pour y arriver, la création d'une section bilingue dans les Enièges. Il faut déjà amener, premièrement, les enseignants à s'engager par vocation, d'un. Deuxièmement, encourager la recherche scientifique avec les motivations qui ne dépassent pas l'État. Troisièmement, créer des centres spécialisés dans les recherches pour impulser ce type d'enseignement. Quatrièmement, revenir à la structure de formation de base des enseignants parce qu'on ne transmet que ce dont on a appris. Pour l'heure, à King David Bilingual School, comme dans les autres écoles bilingues intégrales du pays, l'année scolaire poursuit son cours avec, comme chaque année, l'objectif d'atteindre les 100% aux examens officiels, gage d'une année réussie et d'une assimilation par les apprenants des connaissances transmises pendant les 9 mois de cours. Retour sur le plateau de stratégie après ce reportage de Diana Detour, Richard Mani Ongene et Patrick Kandem sur la rentrée scolaire. On a découvert avec beaucoup d'émerveillement ces écoles bilingues dites intégrales. Émilie Fotsa, vous êtes notre invitée et grand témoin. Quand on dit école bilingue intégrale aujourd'hui, ça peut paraître assez anecdotique quand même. Qu'on se retrouve avec une école qui, sur le plan officiel, parce qu'au ministère de l'Éducation de base, et on l'a vu dans le reportage, ça n'existe dans aucun fichier. Mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne parce que l'État a toujours un écart. Parce que l'État, vous savez, l'État est structurel. L'État prend du temps. L'État prend du temps, l'État prend des années, l'État prend des années. Entre-temps, tout va tellement vite aujourd'hui que il suffit d'une seconde de pas saisir que vous perdez une opportunité très importante. Donc, en dessous, le marché existe. Le marché est libéral. Il se fait à la seconde près. Les enjeux sont tellement millimétrés dans leur délai d'efficacité qu'il est très important effectivement qu'une école réponde à la demande d'un parent qui jouit librement de l'emploi du temps ou de l'agenda annuel de son enfant, de vouloir peut-être envoyer son enfant après ça à l'étranger, de vouloir demander à son enfant de commencer à pratiquer une activité professionnelle pendant qu'il est à l'école. Et ça, l'État n'empêchera pas cela. Donc l'État n'a peut-être pas encore intégré ça, ou peut-être en train de le faire, parce que l'État prend le temps. L'État est en train de le faire, mais en dessous, le marché doit vivre. C'est-à-dire que vous devez rentrer et avoir quelque chose que vous avez travaillé le matin et qui permet de pouvoir nourrir votre famille ou alors gérer vos activités, votre vie sociale, professionnelle, culturelle, humaine, simplement. Donc effectivement, c'est tout à fait normal qu'au niveau intégral, il y ait besoin d'absorber cet environnement intégral-là et donc de produire une offre qui est compétitive par rapport à cette demande. Alors, ce qu'on remarque de manière globale, au-delà des reportages qu'on a réalisés et même des petits sondages qu'on a fait sur le terrain, c'est que les parents camerounais aujourd'hui ont intégré le fait que l'école, ça coûte cher. Oui, l'école, ça coûte cher. Mais la réalité, c'est que l'école coûte cher aussi parce que l'école, il y a difficilement une position à remettre en question quelqu'un qui vous donne un savoir-faire. Le maître, celui qui vous donne la compétence et la connaissance, vous le remettez difficilement en question. Donc, il décide aussi de quel est le coût de sa prestation, quelquefois, malgré qu'il puisse avoir des concurrents qui sont tout autour de lui. Et le parent ne va pas discuter parce que si le parent est convaincu de cette bienveillance-là, qui même déjà lui l'aide, parce que aujourd'hui les parents sont des parents modernes, vous allez très peu voir des parents qui, comme il y a de cela quelques années, étaient à la maison calmement, attendaient leurs enfants, les mères étaient au foyer, les pères étaient allés au boulot, rentraient, etc. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui travaille. Donc, vous avez le parent qui n'a plus la capacité de pouvoir tenir son enfant par lui-même. Il a besoin que son enfant soit formé selon ce que lui, il perçoit comme enjeu en termes d'éducation. Et donc, s'il a en face de lui une offre qui présente ces différents éléments techniques-là, on a plein d'écoles qui vont ouvrir et prendre des noms occidentaux. Vous allez voir rarement, bien sûr, école panafricaine ou école africaine ou école de leadership africain, mais vous allez voir facilement école canadienne, parce que là-bas, on va vous dire que, et ça n'a rien à voir avec le Canada d'ailleurs de toutes les façons, parce qu'en général, c'est juste dans le cadre, en fait. Mais dans le contenu même, vous allez réaliser que ce n'est pas l'environnement anthropologique même du pays qui est valorisé, c'est juste une question de mise en forme comme un voyageur qui va simplement aller visiter un pays et revient. Mais ce confort et cadre-là, c'est sensible parce que le parent se dit mon enfant est en sécurité. Et pour le minimum que je vois, c'est largement suffisant pour pouvoir occuper ce que moi je ne réussis pas à faire en termes d'encadrement et d'éducation. Il y a une question que tout le monde va se poser. Qu'est-ce qui peut justifier, par exemple, l'écart qu'il y a entre les coûts de formation au niveau des écoles publiques et dans les écoles privées? Je vous prends un exemple très pratique. À l'école publique aujourd'hui au Cameroun, on paye en moyenne 20 000 francs. Même si l'école publique, on le rappelle encore, est gratuite,
Lorsqu'on prend simplement les frais d'APE qui sont dans les 15 000 francs, avec ces quelques autres frais qui sont généralement demandés aux parents, les rames de papier, c'est environ 20 000 francs. Mais pourtant, une école primaire aujourd'hui, privée, en moyenne, il faut compter dans les 150, 200 000 francs CFA pour la pension. Qu'est-ce qui peut justifier cet écart des choses? C'est le même bâtiment chaque année, ce sont les mêmes maîtres chaque année, c'est le même contenu chaque année, il n'y a aucune innovation, mais les coûts chaque année parfois augmentent. Alors le cadre a un coût, nous le savons tous, le cadre a un coût. Si vous avez un enfant et que vous pouvez contrôler la morale qui lui est inculquée, que vous pouvez contrôler le canevas de valeurs entrepreneuriales qui lui sont inculquées, que vous pouvez contrôler le cadre de l'éducation qui lui est donnée en termes de civilité et tout, c'est cela qui coûte cher. Parce que dans les écoles publiques aussi, malheureusement, on a une sorte de massification qui fait qu'on n'a pas forcément l'accent sur ce qui va devenir personnalisé. Ce qui va devenir, c'est le choix en fait du parent, comme tout à l'heure je le disais, de pouvoir se dire que je voudrais que mon enfant reçoive par exemple des cours en chinois ou que mon enfant connaisse ce que c'est que l'éducation entrepreneuriale très tôt. Ça, c'est un coût supplémentaire. Je voudrais que mon enfant puisse par exemple, au lieu de s'asseoir sur une table banc avec 2 camarades en plus, qu'il puisse avoir juste une seule table parce que j'estime que par rapport à ce que je lui donne comme éducation à la maison, il a besoin d'être concentré sur un petit espace. Je voudrais que mon enfant soit plus individualiste que socialement ouvert, par exemple. Chaque parent choisit en réalité le cadre de ses valeurs. C'est des valeurs qui se scénarisent. Elles se mettent en cadre par des infrastructures, par des enseignants qui ont des compétences supplémentaires à ce qui est contenu dans les programmes officiels. Donc c'est tout à fait normal que à la fin ça revienne un peu plus cher. Mais effectivement, ça ne devrait pas être autant discriminant parce que on ne peut pas en fait priver l'éducation de son rôle régalien de qualité souveraine en réalité. Donc il est très important aujourd'hui que l'État puisse généraliser cette formation privilégiée qui est donnée à quelques-uns pour la rendre en fait disponible pour tout le monde. Et c'est ce que nous souhaitons avec le programme Leadership, qui est un programme qui a vraiment pour but de réunir tout ce qu'il y a comme valeurs. Les valeurs qui sont relatives au leadership étatique, au leadership souverain, au leadership entrepreneurial, au leadership simplement individuel même aussi, qui doivent pouvoir être donnés à tout le monde. Parce qu'on a une valeur entrepreneuriale qui est de 90% en termes de potentiel chez chaque étudiant et chaque élève qui est inscrit au Cameroun. Il faut pouvoir la rendre dynamique, la faire sortir, la mettre en relief. Et pour ça, il faut aujourd'hui qu'on soit en mesure de massifier, de diminuer les coûts et de rendre, avec les moyens de digitalisation, ce qui peut être accessible à quelques-uns, le rendre simplement accessible pour tout le monde. Alors, que faut-il faire aujourd'hui de façon concrète et claire pour que l'école camerounaise réponde aux aspirations de notre économie? Comment faire pour que les 10 millions d'élèves et étudiants qui sont aujourd'hui sur les bancs soient dans 5, 10 ans, 10 millions d'employés, 10 millions d'entrepreneurs, 10 millions de contributeurs efficaces et efficients au développement du Cameroun? Alors je vais répondre à cette question en prenant la finalité de l'étudiant qui rentre à l'université aujourd'hui. Aujourd'hui, l'université a un triptyque de professionnalisation qui voudrait que l'étudiant, à la fin de son parcours, ne soit pas seulement employé dans une multinationale ou une entreprise, mais qu'il puisse se former, créer son entreprise, recruter ses cadets pour un peu de temps. Parce que s'ils les recrutent de façon durable, eux deviennent des employés définitivement. Alors que le but de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir permettre qu'il y ait une transition rapide entre les talents et de les faire éclore de façon exponentielle et dynamique. Donc cette finalité-là fait qu'aujourd'hui, l'étudiant qui se forme et qui va entrer à l'université, quand il va terminer, ne va pas se former pour être un employé. Il le sera de façon très ponctuelle, mais il est appelé à la matrice entrepreneuriale. C'est une évidence chez nous. La preuve, c'est que les salariés, 70% de salariés au Cameroun ont au moins une activité secondaire entrepreneuriale. C'est le fait de ne pas avoir du temps pour pouvoir gérer pleinement cette activité qui fait qu'ils se cantonnent dans des activités entrepreneuriales qui sont classiques, comme par exemple l'agriculture, l'immobilier, des activités en réalité qui demandent une supervision qui peut facilement être managée. Mais en termes de création véritable de chaînes industrielles, ils ne pourront pas avoir ce temps-là parce que ça demande de vraiment rentrer dans l'écosystème entrepreneurial. Et donc, ça voudrait dire que l'étudiant qui rentre aujourd'hui à l'université, il entre pour devenir en fait celui qui va créer cette masse d'emplois-là, mais aussi qui va créer
une valeur économique ajoutée à travers une chaîne industrielle qui va mettre en place grâce à ses talents. Donc c'est ce qu'on voudrait aujourd'hui avoir comme finalité. Donc il faut cette capacité à challenger l'environnement économique local, qui est un environnement qui est certes dynamique et qui semble anarchique, mais qui ne l'est pas parce qu'en réalité, en Afrique et au Cameroun surtout, dès que vous sortez et que vous allez sur le terrain, vous avez la possibilité de pouvoir absorber le marché, sa demande et de créer une réponse qui vous rend riche en fait en quelque sorte, qui permet de pouvoir avoir une rentabilité assez forte. Certains se prêtent à dire que quand vous investissez en Afrique, vous pouvez avoir 1000 fois plus que ce que vous avez comme rentabilité que lorsque vous investissez en Occident. C'est une réalité palpable. Lorsque vous avez maîtrisé les process, la mise en œuvre, vous êtes beaucoup plus capable de rapidement créer de la rentabilité dans la société de consommation que nous sommes, qui est un peu atypique et différente parce qu'elle consomme, mais elle donne également pour vous aider à tout le temps grandir et croître. Donc, comme quoi l'Afrique reste un Eldorado pour les entrepreneurs parce que c'est un véritable terrain fertile pour pouvoir y implanter des idées innovatrices et participer au développement de manière efficiente. Je reviens à vous dans quelques instants. Allons découvrir ce deuxième reportage de la rédaction de Stratégie qui s'est intéressée aux instituts privés de l'enseignement supérieur. Vous le savez, depuis une vingtaine d'années, l'on assiste à un véritable boom des IPES au Cameroun. En 10 ans, par exemple, tenez les chiffres, on est passé de 100 à 430 IPES, rien que dans la République du Cameroun, ce qui témoigne d'un véritable dynamisme entre offres de formation alléchantes et ouverture au monde de l'emploi. Ces IPES attirent des milliers de Camerounais qui délaissent ainsi les établissements publics universitaires. Qu'est-ce qui fait courir dans ces IPES? Qu'est-ce qui explique cette vitalité spectaculaire dans ce secteur? Cynthia Dounan, Patrick Kamdem et Richard Mani-Ongene pour le magazine Stratégie ont mené l'enquête. Voici leur reportage. Ça y est, c'est validé. Le baccalauréat est en poche. C'est un examen capital pour les élèves, sanctionnant la fin du second cycle. Après le bac, disent-ils, fini la tenue, fini les bancs. Désormais, ils sont étudiants. Mais où donc? Telle est la question qu'il faut se poser. Pour ces quelques-uns que nous avons rencontrés dans la ville de Yaoundé, le choix est fait. J'ai eu mon bac il y a 2 ans. J'étais au quartier. La raison pour laquelle je n'ai pas choisi Ngwaikele ou Soa, c'est la situation actuelle, le contexte actuel de notre pays. Il faut avoir une formation professionnelle pour se présenter quelque part pour un travail. Donc, durant ces 2 ans que j'ai passés, Subdeco s'est donc présenté devant moi comme un meilleur choix pour ma formation professionnelle en banque et finance. L'université publique n'offre pas de grandes ouvertures en fait pour le monde professionnel. Donc c'est pour ça que je suis venue à l'Institut universitaire Matafen et j'ai eu plusieurs grands frères et grandes sœurs qui ont fréquenté ici et présentement ils travaillent et ils ne sont pas ici, ils sont à l'étranger et ils s'en sortent très bien. C'est ce qui m'a motivé à venir ici. Là. Leur parcours semble tracé. Le choix des instituts privés d'enseignement supérieur semble décisif dans un contexte marqué par la conjoncture. Pour leurs parents, ces IPES sont de bons plans pour une raison ou pour une autre. Enquête sur ce qui fait courir les Camerounais dans les IPES. Ce qui me motive à l'Institut Matafen, c'est l'encadrement et l'enseignement aussi est très rigoureux envers nos jeunes enfants, vu que le dehors est devenu très délicat. Donc il faut envoyer les enfants où l'encadrement est suivi. C'est ma première fille qui intègre l'Institut Matafen et je souhaiterais intégrer les autres avec le temps. Pour se présenter quelque part, pour déposer, on vous demande au départ, vous aviez fait quoi? C'est ça. Alors si vous n'aviez rien, vous partez dans une université officielle, vous arrivez là-bas, vous n'avez pas de formation, vous avez juste une littérature dans la tête. C'est ça. Donc d'autres partent là-bas pour venir dans un institut privé.
Depuis les années 90, avec la libéralisation du secteur de l'éducation au Cameroun, les premiers établissements supérieurs privés voient le jour. La toute première, l'Université catholique d'Afrique centrale. S'ensuivent les instituts supérieurs Siantou, Ndisamba, Matamfen et autres. Depuis lors, l'on assiste à une véritable prolifération des instituts privés d'enseignement supérieur. Selon les statistiques, à date, on en compterait 430 sur l'étendue du territoire national. Ceci va de pair avec les offres de formation qui s'enchaînent, permettant aux Camerounais d'avoir un large éventail de possibilités. La professionnalisation des enseignements se positionne comme un argument indubitable de vente pour ces IPES. Ceci, aux côtés de l'application dans l'accompagnement et le cadre référentiel, qui constituent eux aussi de véritables attraits. Pour comprendre le fonctionnement des IPES, nous avons pris rendez-vous dans quelques établissements à Yaoundé. Première escale, Institut universitaire Matamfen. Nous sommes à Tchinga, dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Ici, un dispositif spécial est mis en place pour accueillir les étudiants. Une sorte de box d'orientation qui permet à chaque étudiant de faire un choix objectif de filière. Pour nous accueillir et nous guider, nous avons pris rendez-vous avec Dorval Nzouetom, directeur de la communication à l'Institut supérieur Matamfen. Bonjour madame et bienvenue à l'Institut universitaire Matamfen. Alors nous avons donc des formations dans 5 grands domaines. Le premier domaine de formation, c'est le domaine de la gestion. Dans ce domaine de formation, vous avez des filières comme génie logique, vous avez des filières comme communication, vous avez des filières comme gestion des ressources humaines, vous avez des filières comme banque et microfinance, vous avez des filières comme gestion logistique et transport, tout ce qui a trait à la gestion, sans oublier la filière phare qui est la filière comptabilité et gestion des entreprises. À part ce grand domaine de gestion, nous avons un autre domaine qui est le domaine de l'informatique. Dans ce domaine-là, vous avez des formations comme informatique et génie logiciel, vous avez des formations comme maintenance des systèmes informatiques. Nous avons également informatique industrielle et nous avons enfin commerce et marketing numérique dans le domaine de l'informatique. Nous avons un autre grand domaine qui est le domaine de la santé. Dans ce domaine de la santé, nous avons principalement sciences infirmières, nous avons également techniques de laboratoire et d'analyse médicale. Nous avons un domaine qui est le domaine de droit. Ce domaine, c'est un domaine très vaste parce qu'à l'intérieur, nous avons le droit public et nous avons le droit privé. À l'intérieur du droit public, vous avez encore un ensemble de filières et dans le droit privé, vous avez une autre pléthore de filières. Nous avons le domaine des technologies. Dans le domaine des technologies, vous avez des filières comme bâtiment, vous avez des filières comme géomètre topographe, vous avez également des filières comme travaux publics et tout ce qui a trait aux nouvelles technologies. Et on va terminer par le domaine de la communication et de l'information. À l'intérieur, on retrouve des filières comme le journalisme, communication des organisations et tout récemment, une filière communication et marketing digital. Voilà donc les grands domaines de formation de l'Institut universitaire Matamfen. Je vous invite donc à découvrir l'Institut universitaire Matamfen. L'Institut universitaire Matamfen est une école privée de formation professionnelle qui existe il y a 16 ans aujourd'hui. Il est peut-être important de rappeler que l'Institut universitaire Matamfen se crée à la suite de l'Institut bilingue Matamfen qui a été créé en 1976. On est à plus de 45 ans aujourd'hui. C'est le laboratoire informatique pour les cours pratiques des filières maintenance des systèmes informatiques, mais aussi des filières informatique et génie logiciel. C'est un laboratoire très prisé puisqu'il a une capacité de 71 postes. Et il faut dire que tous ces appareils sont connectés entre eux, ils ont une interconnexion, ils sont en réseau. C'est d'ailleurs cette interconnexion qui encourage le ministère à choisir toujours ce laboratoire comme centre d'examen pour les filières maintenance des systèmes informatiques ou génie logiciel. Si l'ISMAT reste généraliste, plusieurs autres institutions ont opté pour la spécialisation. Que ce soit à l'École supérieure de commerce et de gestion des entreprises, Subdeco, à l'École supérieure de commerce et de gestion, ESCG, ou à l'Institut supérieur de formation aux professions immobilières, IFPI, où nous sommes allés, la professionnalisation et l'accompagnement sont de mise et constituent le principal attrait. L'exigence de notre école et le respect des
normes au niveau de la France fait que nous ne pouvons pas aller à plus de 25 dans une salle. Donc, et à côté de ça, il y a l'exigence du concours. Mais au jour d'aujourd'hui, en 8 années, nous avons formé, je dirais, plus de 200 jeunes Camerounais qui sont passés par nos campus. Beaucoup sont en France. Parce que comme nous faisons des prépas délocalisés, les étudiants qui entrent en première année ici ont une exigence de 2 années sur le campus et les meilleurs vont en France, systématiquement. Ils vont continuer 3e, 4e, 5e année. Ceux qui ne peuvent pas partir en 3e année ont encore l'opportunité de rester pour la 3e et la 4e année. Donc l'exigence fondamentale, c'est qu'en 5e année, tous nos étudiants doivent être en mobilité vers la France. Parce que c'est des diplômes français qu'ils reçoivent. À Subdeco, nous avons des références dans tous les postes, surtout au niveau des banques. Voilà. Et de 2004 à aujourd'hui, Subdeco n'a pas que formé des Camerounais, formé des cadres dans tous les pays d'Afrique centrale. Jusqu'aujourd'hui, on les forme. Pas plus tard que ce matin, nous avons enregistré 2 Tchadiens qui sont venus s'inscrire à Subdeco. Comprenez que hier, j'ai reçu un Centrafricain qui va d'ailleurs revenir ce matin avec sa petite sœur pour faire une formation à Subdeco. Vous comprenez? Subdeco forme des hauts cadres et nous avons un bilan très positif. Je vous disais, on est actuellement un minimum de 4000 hauts cadres formés. La particularité de l'IFPI Sup, IFPI et IFPI Sup, c'est que déjà, l'IFPI Sup côtoie l'IFPI. C'est-à-dire la formation supérieure côtoie la formation professionnelle. Ceux qui comprennent savent que dans la formation professionnelle, on est pratique, on est opérationnel. Et dans la formation universitaire, on est un tout petit peu théorique. Mais sauf que, pour le cas de l'IFPI Sup, nous nous arrangeons dans nos curricula à faire en sorte que nos apprenants, après un certain nombre d'heures de cours, 3 mois, 4 mois, commencent à être opérationnels. On les approche de la réalité. La méthodologie chez nous veut que pour chaque filière, nous échangeons au départ avec les étudiants sur l'objectif à atteindre. Et qu'on voit les compétences requises par la réglementation pour les métiers qu'ils veulent faire exercer après leur formation et qu'ils comprennent pourquoi on a introduit certains modules dans leur programme pour leur donner les compétences. Donc ça permet ainsi que chaque fois qu'ils ont un module, ils se repositionnent par rapport à l'objectif qui est métier pour voir ce que ce module apporte comme élément dans leur formation, dans leurs compétences futures. Et franchement, quand c'est mêlé de cette manière-là, on n'a pas de chômeurs chez nous. Alors aujourd'hui, l'Institut universitaire Matanfen offre à peu près 300 stages par an. Un étudiant qui commence sa formation en première année et qui la termine en 5e année, il passe 5 ans chez nous. Les 5 ans-là, il a à peu près 1 an et demi de stage. En première année, il a droit à 2 mois de stage. En deuxième année, 2 mois de stage. En troisième année, 3 mois de stage. Quatrième année, 6 mois de stage. 5e année, 6 mois de stage. Quand vous faites le cumulé, vous êtes à peu près dans 1 an et demi de stage. Si l'étudiant a la chance de faire son stage dans la même entreprise, je pense qu'il a aussi beaucoup de chances qu'une entreprise qu'il a vue de première année en 5e année le recrute. Donc, première chose, les stages académiques proposés par l'école sont un moyen pour faciliter l'insertion professionnelle des apprenants. Deuxième chose, l'Institut universitaire Matanfen a mis sur pied avec ses anciens qui ont réussi un réseau des anciens qui facilite l'insertion des jeunes. En 16 ans d'existence, l'Institut universitaire Matanfen a formé à peu près 14 000 étudiants. Pour les frais de scolarité, il faut débourser en moyenne 390 000 francs CFA par an dans un cycle BTS, 574 000 pour une licence professionnelle, 786 000 francs CFA pour un master professionnel. Les formations internationales délocalisées sont beaucoup plus chères, allant jusqu'à 1 550 000 francs CFA par an dans le cycle master. Des coûts de formation qui tiennent compte d'un certain nombre de critères. Selon le domaine et le programme que vous faites, si vous êtes dans les diplômes nationaux, parce qu'on a 2 programmes, je vous ai dit tout à l'heure, les diplômes internationaux et nationaux. Voilà.
les diplômes nationaux, le BTS par exemple, c'est 300 000 francs la pension. Voilà, et oui, par an, et 50 000 francs d'inscription. 350 000 francs, disons ça ainsi. Et en licence, ça devient 600 000 francs, parce que vous allez payer 550 000 francs la pension, plus 50 000 francs d'inscription. Alors, BTS 1 et BTS 2, c'est le même montant. Voilà. Licence, c'est le même montant, j'ai dit 600 000. Master 1, c'est 750, c'est-à-dire inscription plus frais d'inscription, et Master 2, 850. Alors, si on revient dans les diplômes internationaux, Bachelor 1, francophone, c'est 625 000. Je parle bien des diplômes internationaux, programme délocalisé. Bachelor 2, c'est 1 million, et Bachelor 3, c'est 1,5 million. Bon, je dis ça comme ça. Mais c'est des prix qui sont vraiment à la portée du Camerounais moyen, qui souhaite une formation de qualité pour son enfant. Ce qui justifie les cours, déjà, c'est qu'on a un cahier de charges. 60% des enseignements faits à l'ESCG sont faits par des professeurs de la tutelle. Donc, nous sommes sous une multitutelle, des écoles et des universités françaises. 40% des enseignants sont recrutés localement, ce qui fait que ça a quand même un coût, fait venir un professeur. Et l'autre particularité, c'est que nos enfants, malheureusement, vous arrivez en fin d'année, beaucoup sont en stage et d'autres sont en train de partir en France. Auraient pu témoigner la qualité. Et ils ont l'opportunité de rencontrer les meilleurs enseignants en sciences économiques et en sciences de gestion de la France qui se déportent vers le Cameroun pour les outiller. Et ça, nous, on l'appelle le transfert de compétences. C'est quelque chose de qualitatif. Et on a cette exigence. On a aussi l'environnement. Vous voyez le campus, on est quand même dans un campus qui donne l'attractivité et une émulation aux étudiants quand ils sont sur le campus. Donc les coûts, je ne dirais pas, on n'exagère pas. Nous ne sommes pas aussi excessifs. On est autour de 2500 € par an. Vous avez une formation professionnelle. Et quand on parle de formation professionnelle, vous recrutez des professionnels pour enseigner, pour transmettre leur expérience à la jeune génération. Et ces professionnels que vous recrutez vous coûtent de l'argent. La formation professionnelle nécessite un matériel sophistiqué. Nous avons visité tout à l'heure le laboratoire informatique qui est doté des ordinateurs de génération récente. Je parlerai des ordinateurs de 8e génération pour permettre aux étudiants, par exemple, d'informatique et génie logiciel, d'avoir le matériel minimal nécessaire pour pouvoir rivaliser avec les étudiants étrangers. Je pense que la formation professionnelle a un coût parce que c'est un métier que vous apprenez. Et je dirais même que la formation professionnelle au Cameroun n'est même pas payée à hauteur de ce qu'elle devrait être. Parce que vous vous formez par exemple à 350 000, mais vous pouvez rentrer dans vos frais en 2 mois ou en 3 mois. Un étudiant qui fait génie logiciel, il s'est formé pendant 1 an ou 2 ans, mais il vous développe une application qui vend à 4 millions, 5 millions. Et là, il peut le faire toute sa vie. Difficile de parler de business, car pour ces promoteurs, la priorité est accordée à l'éducation. Il faut dire que quand vous êtes dans l'enseignement, vous avez du mal à parler de business. Je parle principalement des promoteurs que je connais, notamment M. Wanji Philippe, le promoteur de l'Institut universitaire Matamfen, qui ne voit pas business, mais qui voit plutôt une envie de former la jeunesse. Le coût de vie au Cameroun, je ne veux pas dire que c'est aussi en deçà des possibilités. D'ailleurs, je vais vous surprendre. On a un ensemble d'étudiants aujourd'hui à l'ESCG dont les parents sont même des planteurs, pour ne pas dire des taximans et autres, qui parviennent à payer les coûts. Ceci, c'est simplement pour vous dire que l'éducation, c'est un investissement. Et c'est le meilleur des investissements. Depuis la venue des premiers IPES au Cameroun, de nouvelles institutions naissent un peu plus tous les jours, rendant la concurrence beaucoup plus accrue. Pour y faire face, c'est chacun qui y va de son innovation. Subdeco a été créé en 2004 dans un contexte où on avait vraiment besoin de ressources humaines qualifiées. Et Subdeco a été créé pour pallier à ce problème de ressources humaines. On a innové effectivement cette année avec les master degree. Parce qu'avant, on n'avait que les masters professionnels, qui est le système francophone. Maintenant, on a à partir du HNG,
bachelor degré et master degré pour les systèmes anglophones. Oui, déjà, la plus-value de Sudeco, c'est la capacité à s'adapter aux besoins du marché. Voilà, vous allez remarquer nos spécialités, on les adapte au fur et à mesure avec le concours du GICAM. Nous travaillons chaque jour avec les données statistiques des besoins des chefs d'entreprise. On adapte nos offres de formation aux besoins des entreprises. Ça, c'est d'une. Deuxième chose, actuellement, nous travaillons sur ce que nous appelons un incubateur, parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà du fait que les entreprises recrutent la ressource humaine qualifiée, les entreprises ne recrutent pas tout le monde. Évidemment, il y a ceux qui ont, n'est-ce pas, qui n'arrivent pas à être recrutés, mais qui ont des capacités à créer eux-mêmes leur propre entreprise. Donc, nous avons mis sur pied un incubateur qui va accompagner ceux-là qui ont des projets d'entreprise, les accompagner, c'est-à-dire du point de vue technique, financier, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, développer leur entreprise, pourquoi pas recruter d'autres jeunes formés. On a une école avant-gardiste également. On a donc mis sur pied cet incubateur-là qui, à partir de cette année, va recruter les porteurs de projets étudiants. Il faut dire que l'Institut universitaire Matam-Fenne met sur pied un ensemble d'innovations pour permettre aux jeunes de s'arrimer à l'évolution de la technologie. Vous avez donc des nouvelles formations comme communication et marketing digital. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et c'est le monde de demain. Aujourd'hui, vous avez des formations qui vous permettent déjà de vous insérer dans le monde du digital. Aujourd'hui, vous avez des formations comme mécatronique qui sont des innovations de l'Institut universitaire Matam-Fenne. Pourquoi je parle d'innovation? Vous avez aujourd'hui plein de propriétaires de voitures qui ne roulent pas ou qui sont tout le temps au garage parce que la voiture aujourd'hui dotée d'un ensemble de systèmes électroniques a du mal à trouver sur le territoire camerounais une main-d'œuvre qualifiée permettant de gérer les problèmes de ces voitures-là. Aujourd'hui, à l'Institut universitaire Matam-Fenne, vous avez dans cette formation mécatronique qui associe à la fois la mécanique et l'électronique pour permettre au Cameroun d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pouvant gérer ce genre de problème. Les IPES préparent leurs étudiants à des formations dites professionnalisantes, ce qui constitue effectivement la motivation de bon nombre de jeunes. Pour cela, ils sont nombreux à éviter les universités classiques qui, selon eux, ne font que dans la théorie pour rechercher un savoir-faire. 2 ou 3 ans de formation à un métier suffisent pour se frayer un chemin dans le monde professionnel. Toutefois, il demeure que plusieurs raisons justifient l'entrée dans le cycle des IPES, chacun ayant ses standards et ses ambitions. J'ai eu le bac en 2021. L'année passée, j'étais à l'université de Yaoundé 1, en Ngouaïkélé. Je faisais la filière physique. La différence entre le public et le privé, le public d'abord, ils ne prennent pas trop de temps pour expliquer un cours. Donc le cours est un peu vague, c'est pas trop détaillé. Les cours ne se sont pas plus en présentiel, donc on en voit plus dans les groupes, les polycopiés. Donc, et le privé, en fait, on prend plus de temps à expliquer, réexpliquer, afin que l'élève ou l'étudiant puisse bien comprendre. Selon les statistiques, les inscriptions dans l'enseignement supérieur au Cameroun se situent autour de 600 000 étudiants par an. En 2020, le marché de l'éducation représentait un peu plus de 1 000 milliards de francs CFA pour une contribution de 4% au produit intérieur brut. Pour les parents, le coût n'influence nullement la qualité de la formation voulue pour leurs enfants. C'est à mon niveau et c'est abordable. Je ne suis pas pour la première fois à mettre mon enfant dans une institution privée. Au départ, j'ai commencé avec mon premier fils qui a d'abord fréquenté à Gentla. Vous connaissez à Gentla qui est au niveau de Diankwabang. Voilà, la pension était très chère. La pension allait à 1 300 000. Mais j'ai parvenu à payer cet argent pendant 2-3 ans. Alors il est revenu là à l'Institut Intel. Bon, il a fini là, j'ai payé la pension. Au niveau du coût de la formation, les parents, ça dérange, mais pas tellement. Puisque ma maman, elle n'a pas trop, mais elle se bat. Et j'ai les grands frères aussi qui m'aident et tout ça. Objectif final, être adapté au marché de l'emploi et surtout pouvoir faire face à la concurrence de ceux qui vont suivre ces mêmes formations de l'autre côté. Autant le dire, au Cameroun, les instituts privés de formation professionnelle qui ont pignon sur rue restent une solution importante pour le devenir de l'économie camerounaise.
Retour sur le plateau de Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Nous sommes dans les jardins du Palais des Congrès de Yaoundé, notre partenaire, où nous déroulons ce plateau de rentrée avec notre invitée, Émilie Fotsa, qui est la promotrice et directrice de l'Institut de recherche en intelligence. Émilie, l'Institut de recherche en intelligence est porteur du programme Leadership. Vous en avez parlé d'ailleurs un peu depuis le début de cette émission. De quoi s'agit-il de manière concrète ? Alors, le programme Leadership est un programme de compétitivité, de capitalisation de la ressource humaine souveraine de notre pays, en quelque sorte. Ça a l'air très théorique, mais vous vous rendez compte que tout à l'heure, on en a, c'est le résumé de tout ce que nous avons évoqué. Nous avons aujourd'hui une masse très forte qui est en demande, qui a besoin d'être professionnalisée, qui a besoin de faire éclore ses talents, qui a besoin de reconnaître l'état dans lequel elle vit, qui a besoin de savoir quelles sont les ressources locales qui l'entourent, qui a besoin de mettre en exergue son leadership, c'est-à-dire ma capacité à pouvoir exister dans l'environnement mieux qu'un étranger, à m'approprier mon pays, à valoriser mes talents et à créer des entreprises qui vont, à partir de ces talents, la durer. Le programme Leadership a observé que nous avons beaucoup de mal à nous mettre... Les générations passent facilement en réalité. Vous avez un jeune dans le quartier qui est assis là, après 10 ans, vous venez le voir, il est toujours assis. Pourtant, il avait de fortes compétences sociales, il pouvait, si vous le placez dans de bons cadres, évoluer. Mais il n'a pas été encadré. Et c'est le cas dans tout le pays en général. On passe beaucoup à côté de nos opportunités, de nos capacités professionnelles. Et le programme Leadership a donc voulu accompagner autant que possible les individus dans leur capacité à exister définitivement dans leur vie, en tant que citoyens, dans le pays dans lequel ils sont. Et au Cameroun, l'État nous a fait confiance. Nous avons signé une convention avec le gouvernement en 2018 pour accompagner autant que possible chaque ressource humaine compétente dans sa capacitation en leadership, compétences professionnelles et entrepreneuriat. Parce que nous avons réalisé que le PIB dépend de cette capacité de la ressource humaine à optimiser simplement les opportunités qui sont mises en place par l'État, à exister en termes de reconnaissance de ressources locales, en termes de cohésion locale, une capacité à pouvoir être des entrepreneurs, aussi simplement que ça. Donc nous poussons toute la masse à entreprendre. Nous poussons la masse à être consciente de son rôle dans l'enjeu de professionnalisation en termes de vitrine pour le monde surtout. Et nous la poussons à créer autant que possible à partir de ces talents, des emplois, des entreprises qui vont durer, être structurées et compétitives. Mais est-ce que le monde de l'entrepreneuriat est adapté pour tout le monde? Je vous prends une statistique au Cameroun. Très peu de start-up survivent au-delà de la 5e année. Est-ce que pousser tout le monde à l'entrepreneuriat, ce n'est pas un peu les envoyer à un casse-pipe au final? Alors l'entrepreneuriat est une pratique professionnelle qui est la même que faire le concours de l'ENAM et sortir administrateur, faire le concours d'aller à Ngouakélé, faire sciences littérales et tout. La réalité, c'est la difficulté vient de la base, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas reçu les bases entrepreneuriales tôt, il est difficile de pouvoir rattraper cela pendant que l'entreprise est déjà en train de se mettre en marche. Ça devient très difficile, c'est très corsé. Il faut absolument être suivi, soit pendant le processus, avec de fermes réalités. On n'a pas encore un écosystème qui nous aide à pouvoir absorber les réalités locales en termes d'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que le programme Leadership s'est créé. Parce que le programme Leadership absorbe toutes les réalités locales, les édifie, comme vous l'avez vu sur les milliers de syllabus que nous avons, la plateforme de e-learning que nous avons, les ateliers que nous avons professionnels et tout, où nous absorbons les compétences professionnelles réelles de tous ceux qui ont réussi, qui sont passés par là et qui les mettent à disposition en temps réel, sur un délai maximum d'une semaine, de tous ceux qui derrière eux ont besoin d'apprendre dans le même secteur et d'évoluer dans la même compétence. Donc cette capacité à absorber là, ça permet autant que possible de limiter les dégâts. L'entreprise ne meurt pas parce que la vocation n'a pas été entrepreneuriale. Tout le monde peut être entrepreneur, vous le savez. C'est un état d'être en réalité et ça s'apprend. Ce n'est pas une profession qui est différente. Vous avez aujourd'hui tous ceux qui sont dans les postes de décision au Cameroun ont des entreprises. Vous savez que ce n'est pas ces postes qui les font vivre. Derrière, ils ont tout ce qui les porte économiquement et qui vient de leurs initiatives entrepreneuriales. Tous ceux qui sont aujourd'hui, au-delà de ceux qui sont dans nos cadres administratifs, qui réussissent de façon, et ce n'est jamais sur la base d'un salariat. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est dans le monde entier. Nous avons la chance d'avoir un pays qui a énormément de ressources locales. Il faut savoir comment les transformer de façon efficiente et diversifiée. C'est-à-dire que vous ne devez pas seulement les transformer pour pouvoir répondre à ce que vous avez vu sur le marché, à la télévision ou sur Internet. Non, vous devez pouvoir les diversifier pour qu'ils deviennent les réponses à tous les besoins. Et là, vous devenez un peu plus prospère. Donc le but du programme, c'est autant que possible d'accompagner depuis son départ d'école primaire jusqu'à sa finalité,
de cadres professionnels assis dirigeant ces entreprises, son entreprise déjà établie et stabilisée, parce qu'il y a le lancement, la croissance et la maturation qui sont des étapes importantes. Et nous capitalisons tout ça pour toute entreprise qui veut réussir à pouvoir créer des emplois et se stabiliser dans le domaine, dans le secteur africain surtout, et l'écosystème africain. Alors pour cela, il faut forcément s'appuyer sur des exemples pratiques, sur des exemples qui permettent à cette jeunesse que vous encadrez au quotidien de voir que ça marche, qu'on peut être par exemple licencié en lettres modernes françaises ou en lettres modernes espagnoles et être un entrepreneur prospère. J'ai envie de prendre votre exemple vous-même. Oui, mon exemple. Alors, est-ce que je suis littéraire? Moi, j'ai quand même fait une formation d'ingénierie marketing à la base. La différence, c'est que j'ai été orientée. J'ai commencé mes études au collège François-Xavier Vogt et en terminale, on nous a orientés. Je voulais faire médecine parce que je ne voulais pas perdre mon côté humain. Et je me suis retrouvée avec l'orientation en train de devoir faire une filière marketing parce que c'est ce qui était dit. J'étais extravertie, j'étais compétente pour la créativité, je n'étais pas faite pour retenir des tonnes de cours et les restituer dans un cadre médical. Et donc j'ai choisi cette option-là. Et dès que j'y suis arrivée, j'ai également été encadrée et j'ai pris des initiatives relatives à ça. J'ai commencé à créer des petits projets d'entreprise à l'université, à participer à des compétitions. Et ma première entreprise, je l'ai créée en 2014. J'étais encore étudiante. Donc effectivement, je n'ai pas été quand même dans le cadre de ceux qui vont faire un parcours et faire autre chose comme activité. Ils ont beaucoup de courage et de force. Et c'est la plupart du temps ça. Dès qu'ils réussissent la transition entrepreneuriale, ils peuvent tout faire. Donc tous les étudiants en fait qui sont en train de faire aujourd'hui une formation littéraire grâce au programme Leadership, parce que nous l'avons figé dans ce qu'on appelle la pédagogie entrepreneuriale, qui a un ouvrage de près de 150 pages avec des images, des graphismes, des recueils de compétences professionnelles qui vont aider en fait celui qui est littéraire ou qui vient de n'importe quel ciel à pouvoir se transformer en entrepreneuriat, que ce qu'il soit enseignant, qu'il soit administrateur, peu importe sa fonction. Et donc, effectivement, c'est totalement possible. Moi, aujourd'hui, je veux dire, je suis dans plusieurs secteurs d'activité en tant qu'opérateur économique, mais ce n'est pas venu tout de suite, effectivement. J'ai pu faire cette étape-là quand j'ai fini ma transition entrepreneuriale à l'université, quand je l'ai terminée. Et là, c'était plus évident à ma sortie. Mais certainement, si j'avais été une littéraire, je serais peut-être aujourd'hui en train d'asseoir encore ma compétence entrepreneuriale. Donc voilà, en quelque sorte. Alors, c'est quoi les résultats du programme Leadership aujourd'hui? Voilà quelques années que vous êtes implémentés sur le terrain. C'est quoi les résultats de manière concrète? Est-ce qu'on a déjà des jeunes entrepreneurs? Est-ce qu'on a des jeunes qui ont réussi leur transition entrepreneuriale avec le programme Leadership? Oui, pour quels résultats sur le terrain? Oui, nous avons plusieurs. Il faudrait savoir que c'est 3 secteurs que nous avons attaqués. Nous avons d'abord la construction de l'identité de l'individu, sa construction mentale, son leadership. Nous avons l'aspect leadership qui est très important. En termes de leadership, nous avons initié et sensibilisé près de 50 000 étudiants déjà élèves issus de l'enseignement secondaire. Et ça depuis 2016 que nous avons commencé à mettre en place le programme. Ils ont des certificats qu'ils ont reçus. Ils les utilisent pour aller dans des écoles à l'étranger, pour passer des concours. Ils ont de très beaux parcours et ils réussissent de façon excellente. Nous avons en termes de compétences professionnelles, qui est le deuxième aspect du programme aujourd'hui, tous ceux qui passent par le programme, nous n'avons aucun cas d'échec. Aucun cas, je dis bien, d'échec d'insertion professionnelle. Ils sont tous en entreprise, beaucoup tous, s'ils ne sont pas ceux qui ont créé leur propre entreprise. Ensuite, nous avons environ 500 entreprises que nous suivons et qui ont maturé, qui sont en phase de croissance déjà, donc bientôt de développement, qui sont issus du programme Leadership dans les universités essentiellement. Mais aussi, surtout, je veux préciser, ceux qui sont des, on va dire, illettrés. Nous avons des jeunes, par exemple, qui ont fait des formations de 2 ans dans le domaine professionnel, en architecture, etc. et qui aujourd'hui ont un cabinet qui fonctionne, font des marchés publics avec l'État, etc. Alors qu'ils n'ont même pas le baccalauréat, mais ils ont des compétences professionnelles qui se vendent et ils ont pu développer cette capacité spéciale de pouvoir en fait travailler leur expertise. Donc on a beaucoup de cas comme ça, près d'une centaine que nous avons suivis, qui sont partis de rien pour aujourd'hui stabiliser leur petite entreprise, parce que nous valorisons ce qui n'est pas dit, ce qui est pourtant la force de l'Afrique, la force de notre environnement, de notre écosystème simplement. Alors, vous travaillez également avec le gouvernement pour une réforme globale au niveau universitaire. Les résultats, c'est pour quand? Alors, cette réforme est en train de se mettre en place dans sa phase pilote pour l'année 2023-2024, l'année académique 2023-2024. Nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, constaté que le potentiel entrepreneurial est à près de 90% dans l'éducation nationale globale. Il faut le capitaliser parce que depuis près de 3 générations, ça piétine. Vous avez ceux qui créent leur entreprise et après 3 ans, ce n'est pas 5, c'est 3 ans, 70% des entreprises en fait s'éteignent. Simplement parce qu'il n'y a pas l'encadrement
que ce soit de la technique, ce n'est pas le financement. Vous ne pouvez pas avoir de l'argent pour lancer une entreprise. On a le financement quand on est déjà en phase de croissance. Mais vous devez d'abord faire de l'auto-rentabilité au départ. Vous devez faire de l'auto-fonctionnement, de l'auto-fonds de roulement. Vous devez réussir à faire générer à partir de votre activité une entreprise qui peut déjà vous permettre de pouvoir avoir un argent à la fin du mois, de vivre, d'avoir de la subsistance. Et ça, on l'apprend avec le programme Leadership. Et donc, après cela, vous pouvez maintenant parler de financement en fait. Et tout ça, ces jeunes doivent pouvoir l'optimiser avec la phase pilote parce qu'on a recensé des jeunes qui ont des entreprises incroyables. Vous savez, dans les incubateurs, dans les universités, des jeunes qui fabriquent à partir de l'urine, de l'électricité, qui créent un système où ils installent des mécanismes dans les toilettes et ça crée de l'électricité pour la maison. Vous avez des jeunes qui vont créer des voitures aujourd'hui mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir des usines de montage. Ça me pousse également à interpeller une question importante qui revient, c'est une sollicitation, c'est l'implication des hommes d'affaires et des opérateurs économiques qui ont réussi au Cameroun dans l'éducation en masse des jeunes étudiants aujourd'hui, des jeunes élèves. Parce que c'est très absent. Vous avez quelques entreprises, grandes entreprises camerounaises qui ont réussi, mais elles se contentent uniquement de donner des places de stage. Elles ne transfèrent pas les compétences de leur parcours réel quotidien aux jeunes qui sont sur les bancs et qui veulent créer comme eux ces grandes entreprises-là. Elles se contentent de les recruter comme des personnels qui vont rester à des places hiérarchiques dans l'institution. Et ce n'est pas ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons autant que possible avoir l'accompagnement des entreprises locales et des hommes d'affaires locaux qui peuvent donner de ça. Ça me ramène sur le troisième aspect du programme, au-delà du leadership et des compétences professionnelles, qui est celui de l'entrepreneuriat. Il faut un écosystème qui permet de pouvoir en fait capitaliser sur ces entreprises pour qu'elles ne meurent simplement plus et qu'elles puissent vivre de façon définitive. Et ça, nous savons le faire avec le programme Leadership. Alors, on va terminer par là. C'est une question un peu générique. Je vous la pose. Peut-être elle serait adaptée pour les ministres en charge de cette question sectorielle. Quel avenir pour l'école au Cameroun selon vous? L'école au Cameroun est extrêmement compétitive. Le Camerounais a un fight spirit et une très belle intelligence qui est reconnue dans le monde, vous le savez. Récemment, vous pouvez voir dans les médias comment est-ce que nous sommes célébrés par notre génie et notre talent dans tous les domaines, que ce soit Tema Biolé qui va à la NASA, que ce soit les basketteurs qui vont... Enfin, je veux dire, tous les domaines en réalité sont célébrés, je ne vais pas les citer ici, mais vous voyez très bien que nous avons un talent que nous savons de plus en plus structurer et développer. Par conséquent, étant battants comme nous le sommes, puisque nous avons, si l'État n'est pas en mesure de pouvoir nous aider, et l'État n'est pas dans ce rôle-là définitif, il faut qu'on puisse le comprendre, parce que l'État n'est pas là pour s'occuper de tout le monde. L'État régule, oriente. Nous devons nous intéresser aussi à l'information nationale pour savoir ce que l'État a donné comme orientation, parce que l'État oriente par rapport à ce que sera demain, par rapport à la réalité générale du pays, qu'on ne peut pas éviter parce qu'on y vit en fait. Donc, une fois qu'on s'est approprié ça, nous savons que l'école sera une prospérité, parce que avec le fight spirit que nous avons, avec la capacité à absorber rapidement ce que nous voyons ailleurs, à l'étranger. Aujourd'hui, vous avez par exemple les prestataires qui sont plus seulement dans l'importation. Hein. C'est beaucoup plus du Made in Cameroun que nous avons. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un événement, ma maquilleuse, elle est locale. Si je dois manger, je mange local, etc. Tout est local. Et il faut être en mesure de pouvoir aujourd'hui comprendre que quand nous faisons du local, ce n'est pas seulement par rapport à une petite production de petite qualité. Nous faisons du local par rapport également à ce qui se fait à l'étranger. On ne peut pas dire mieux que ça. Donc nous absorbons rapidement et nous adaptons. Forcément, ça voudrait dire que les écoles qui permettent de pouvoir absorber, adapter ou alors surpasser, on le vend en poupe et vont réussir très bien le challenge de l'éducation au Cameroun. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ces écoles-là. Émilie Fotsam, merci d'avoir accepté d'être l'invitée du magazine Stratégie pour partager avec nous votre regard sur cette professionnalisation des enseignements au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au programme Leadership? Ce qu'on peut souhaiter au programme Leadership, c'est d'être présent dans chaque université du Cameroun, dans chaque école d'enseignement secondaire et dans chaque école d'enseignement primaire, d'être disponible pour chaque étudiant et chaque élève inscrit au Cameroun. Ça, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Madame, messieurs, merci à vous d'avoir passé ces 90 minutes en notre compagnie. Le magazine Stratégie revient dans un mois avec le même plaisir. Merci à notre équipe technique conduite par Alain Gobert, notre réalisateur. Bonsoir.